Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la visite de Xi Jinping en France, une visite d'État qui dure 2 jours à l'occasion notamment du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, il est question de relations économiques et commerciales, mais aussi de géopolitique et particulièrement de la guerre en Ukraine. L'Europe est au centre des discussions. Ursula von der Leyen a été invitée pour une discussion trilatérale et elle a affirmé que l'Union européenne n'hésiterait pas à prendre des décisions fermes pour protéger son économie et sa sécurité. Une déclaration à 1 mois et demi des élections européennes. Xi Jinping, de son côté, a assuré que le soi-disant problème de la surcapacité de la Chine n'existait pas. Après la France, le président chinois se rend en Serbie et en Hongrie. Alors, que retenir finalement de cette entrevue entre Xi Jinping et Emmanuel Macron qui va continuer jusqu'à demain? Quels sont les objectifs finalement des deux chefs d'État? Est-ce une diplomatie de l'équilibre? Comment se place l'Europe dans cette rencontre franco-chinoise? Est-elle menacée par la Chine? Et puis quel est l'impact géopolitique de cette rencontre sur la guerre en Ukraine notamment ou encore sur le conflit au Proche-Orient? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elvire Fabry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors. Vous êtes en charge de la géopolitique du commerce et également rapporteuse du groupe de travail sur les relations entre l'Union européenne et la Chine. Bienvenue à vous. En face de vous, Alain Wang est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sinologue, enseignant à l'école centrale Supélec. Bienvenue également. David Bavrez est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Investisseur basé à Hong Kong, essayiste. Votre ouvrage, il sort demain. Bienvenue en économie de guerre. C'est aux éditions Novice. Et puis nous avons Antoine Isambard ce soir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter international à Challenge, auteur de France-Chine, les liaisons dangereuses aux éditions Stock. Et puis, vous avez également réalisé un documentaire qui concerne essentiellement d'ailleurs l'espionnage chinois. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. C'était donc pendant cette conférence de presse commune avec Xi Jinping, une conférence de presse sans question. Nous respectons les liens anciens qui unissent la Chine à la Russie, ainsi que les efforts qui ont été déployés pendant des décennies pour stabiliser cette relation. Au vu de cette histoire complexe, nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. C'était ce que vous m'aviez dit très clairement, Monsieur le Président, il y a un peu plus d'1 an, ce que vous avez réitéré. Et je crois que la longueur, la qualité de nos échanges sur ce sujet sont une source de réconfort. On va revenir vraiment plus spécifiquement sur la guerre en Ukraine, Alain Wang. Mais d'abord, est-ce que c'est un succès? C'est très mitigé, je dirais. Oui. Je pense que ça aurait été un succès, justement, vous l'avez dit, s'il y avait eu vraiment une vraie conférence de presse avec des questions des journalistes qui étaient présents. Et là, on n'a pas eu ça. On a quelque chose qui est quand même assez fermé, avec un discours de chaque côté, chacun étant un petit peu toujours dans ses positions. Et il n'y a pas eu véritablement d'avancée. Enfin, moi, j'en ai pas vu. C'est à la demande de Xi Jinping, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de questions, semble-t-il. Elvire Fabry, vous êtes d'accord avec Alain Wang? Pour vous, c'est mitigé. Vous parlerez tout de même de succès? Écoutez, ce qui est certain, c'est que Xi Jinping venait en France, on le sait, à l'occasion de la célébration de l'année des 65 rétablissement des relations diplomatiques, mais en s'adressant à une France qui porte le discours de l'autonomie stratégique. Donc, il venait flatter, si je puis dire, un petit peu ce discours. Il s'agissait d'éloigner de maintenir une certaine distance entre la France, l'Union européenne et les États-Unis. Donc là, il a voulu essayer de rétablir un peu le curseur entre ce qui était devenu quand même un peu plus une rivalité systémique plus évidente et essayer de ramener ça sur le terrain de la coopération. Convergence, c'est le terme qu'a utilisé Emmanuel Macron. Voilà. Mais du coup, on a des déclarations qui se veulent tourner vers l'ouverture, la coopération. Il est vrai dans un contexte grammatical un petit peu flou. Formaté, alors, on peut dire, David Bavrez, succès ou pas? Ça dépend pour qui. Moi, je trouve que c'est un peu une conférence ordinaire dans une période extraordinaire. Le président Xi qui vient, ce n'est pas le président Xi de 2019. Entre-temps, il y a eu 2022, il y a eu la guerre d'Ukraine, il y a eu le 20e congrès. Donc, on ne peut pas le recevoir de la même manière qu'en 2019. Et là, on a l'impression que, en fait, c'est une conférence qui aurait pu avoir lieu en 2019. Ça a l'air de bien se passer, tout le monde s'entend, on coopère, et donc il n'y a pas vraiment de sujet sur la table, il n'y a pas de friction. Et donc, à mon avis, on passe à côté du chai, et du coup, le gagnant, le gagnant, c'est le président Xi, parce que le statu quo
lui convient, puisque d'une part, il a toujours 300 milliards de surplus commercial avec l'Europe, et puis il pille la Russie avec la guerre d'Ukraine. Donc lui, ça lui va très bien, je pense. Anthony Zambard, statu quo, diriez cela? Oui, je suis assez d'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, on l'a bien entendu, là, même si Emmanuel Macron dit qu'il y a des avancées sur les biens à double usage qui peuvent être envoyés de Chine en Russie, on peut quand même difficilement imaginer qu'il ait tordu le bras à Xi Jinping là-dessus et que subitement la Chine décide d'arrêter d'exporter tout ce matériel en Russie. Donc on est plus dans l'effet d'annonce. Et je dirais qu'on n'avait peut-être pas, compte tenu des antagonismes qu'il y avait entre la France et la Chine, entre l'Europe et la Chine en ce moment, il n'y a peut-être pas grand-chose à attendre. On voit que sur l'Ukraine, quand même, c'est très compliqué de concilier les positions. On voit qu'au niveau européen, sur les subventions, il y a quand même une guérilla entre les deux pays, l'Europe et la Chine, qui est très forte. Et on peut ajouter à cela aussi les ingérences étrangères qui sont chinoises en Europe, qui sont très actives et nombreuses. Donc voilà, les sujets de friction sont nombreux et l'heure n'est pas vraiment, je trouve, à un rapprochement et à célébrer la relation. Et en même temps, on n'est pas dans l'endiguement, là. Si. On n'est pas dans la confrontation qui peut exister entre les États-Unis et la Chine. Ou est-ce que ce discours cordial cacherait une confrontation peut-être plus forte? Non, ça c'est la volonté de la Chine, c'est d'avoir un troisième pôle qui ne soit pas pro-américain. C'est-à-dire c'est d'isoler l'Europe dans cette situation. Wang Yi l'a dit très bien, je crois, aujourd'hui. Il a dit qu'il fallait que l'Europe et la Chine se serrent la main pour justement éviter d'aller vers un monde qui pourrait s'effondrer et qui pourrait mener à une guerre froide. Donc évidemment, là-dessus, pour l'instant, ils ont réussi. Maintenant, il faudra encore attendre les prochains événements, puisqu'à mon avis, il y a d'autres choses qui vont arriver. Je pense que Mme von der Leyen a été très claire dans sa position par rapport à la Chine sur pas mal de plans, peut-être plus que le président de la République. Justement, on va revenir sur elle. Elvire Fabry, finalement, quels sont les objectifs d'Emmanuel Macron? Vous qui êtes spécialisé en plus dans les relations entre l'Union européenne et les relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine, est-ce qu'on est dans une guerre économique? Le déficit commercial de la France, je parle déjà de la France à l'égard de la Chine, est de 43 milliards d'euros en 2023. Et Emmanuel Macron a parlé de partenariat équilibré dans tous les secteurs, y compris le secteur de l'innovation. Là, il s'agit de rétablir un peu plus de réciprocité dans l'ouverture des deux marchés. C'est-à-dire que le déficit commercial de la France vis-à-vis de la Chine, il est structurel, j'ai envie de dire. Au niveau européen, il a connu un boom en 2022. Il s'est un petit peu atténué. Mais ce que l'on voit, c'est quand même qu'on a cette préoccupation très forte des surcapacités chinoises. Alors, le président Xi a voulu évacuer le sujet. Mais c'est un problème qui n'est pas juste conjoncturel, qui est un problème qui devient structurel, à proprement parler. C'est dû au modèle de production chinois. Et puis aujourd'hui, on voit une Chine qui se concentre sur les exportations de ces technologies vertes, qui a besoin de ça pour soutenir sa croissance économique, dont on le sait qu'elle est en berne. Et l'Union européenne est très menacée. Donc il y a déjà un premier objectif qui est de rétablir un peu plus de réciprocité dans l'ouverture. Ce que le président Xi a annoncé, là, un petit peu plus d'ouverture, y compris dans les services, là où les Européens sont bons. Mais ça ne résoudra pas le problème de l'industrie européenne qui est exposée à cette surcapacité. Et là, c'est tous les instruments de la Commission européenne qui sont à portée de main et que la Commission s'apprête à utiliser de manière beaucoup plus active. Et la France, justement, David Babrez, dans cette espèce de rééquilibrage des relations, c'est quand même très déséquilibré en faveur de la Chine, ces relations économiques et commerciales. C'est là où on ne fait pas le travail de définir la rivalité systémique. Ce travail, les Américains l'ont fait. Et vous apercevez qu'en fait, une fois, en disant la guerre est technologique, la haute technologie, c'est pour les États-Unis, et les technologies de moyenne les industries de moyenne et basse technologie, c'est pour la Chine. Et vous vous rendez compte qu'avec les Chinois, une fois que vous avez défini le cadre de la relation, aujourd'hui, il y a la Chine-Amérique et il y a toujours 700 milliards de flux commerciaux. Donc l'erreur que nous commettons, nous, Européens, c'est de rester dans le flou avec la Chine, de ne pas définir quelle est notre rivalité systémique. Et vous l'avez dit, il y a une partie qui est... Est-ce que c'est ça la diplomatie de l'équilibre? Ça serait ça? Oui. De rester un peu dans le flou, d'essayer de ménager... Non, parce que justement, l'équilibre, c'est celui que les États-Unis ont trouvé avec la Chine. Vous voyez bien qu'ils se parlent régulièrement et que le business continue. Et que c'est ce qu'Henry Kissinger a dit. Henry Kissinger a dit, il faut, si vous voulez avoir des relations avec la Chine, il faut que vous déterminiez les lignes rouges. Et une fois que les lignes rouges sont déterminées, vous pouvez
très bien avoir des relations. Là, le problème, c'est que nous sommes dans le flou permanent. Et donc, on a cette situation absurde où le président Xi dit il n'y a pas de surcapacité, alors que dès que vous faites une étude, quelle que soit l'industrie que vous... Enfin, je vous rappelle que la Chine, c'est 15% de la consommation mondiale, c'est 30% de la production manufacturière mondiale, et c'est 60% de la capacité manufacturière mondiale. Donc, il y a 4 fois la capacité... Donc, c'est une menace économique pour la France et l'Europe. Ah ben bien sûr, c'est ce qu'on appelle, c'est la déflation qui est en fait le baiser qui tue. On le connaît parce que ça nous est arrivé dans le photovoltaïque dans toute la décennie 2010. C'est pour ça qu'il est assez difficile de comprendre comment nous ne tirons pas les leçons. Et je reviens sur mon propos initial. C'est une période extraordinaire et nous avons une conférence de presse ordinaire comme si tout allait bien. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Emmanuel Macron qui va d'ailleurs emmener Xi Jinping demain sur les terres de sa grand-mère dans les Pyrénées. Xi Jinping qui avait organisé le même type de séquence, dit Emmanuel Macron à Canton. Voilà ce qu'en dit Raphaël Glucksmann, le candidat du PS aux élections européennes. C'était ce matin sur France Inter. On peut le recevoir, on peut discuter avec tout le monde, mais pas de cette manière. Pas en l'amenant dans le village de vacances de l'enfance, dans la maison de l'aïeul, pas en donnant, comme le dit l'Élysée, un cadre amical à cette visite. Parce que Xi Jinping n'est pas notre ami. En plus d'avoir déporté le peuple ouïghour, réprimé les Tibétains, les Hongkongais, réprimé les opposants, menacé les Taïwanais, Xi Jinping, c'est le principal soutien aujourd'hui de la guerre de Poutine en Ukraine, d'une guerre qui menace la sécurité des Européens. Anthony Zambard, je vous pose aussi la question, pourquoi l'emmener finalement dans les Pyrénées ? La France se revendique comme une puissance d'équilibre, c'est-à-dire qu'une puissance qui parle à la fois aux États-Unis, à la fois à la Chine, qui a parlé longtemps à la Russie, puis qui a finalement arrêté parce que ça produisait aucun effet. C'est compliqué aujourd'hui pour Emmanuel Macron d'assumer totalement, à l'instar des Américains, de ne plus parler à la Chine, de ne pas recevoir le président Xi pour les 60 ans. Après, je dirais qu'on a quand même évolué. Quand on voit, par exemple, il y a une vingtaine d'années, sous Jacques Chirac, ou comment on parlait dans l'administration de la Chine, qui était un grand marché, qui était vu comme une opportunité, de plus en plus, et je dirais qu'il y a eu un tournant au milieu des années 2010, avec notamment la Commission européenne qui a qualifié la Chine comme d'un partenaire, certes, mais comme d'un rival systémique. On a eu une multiplication des cyberattaques, et on a quand même la Commission européenne qui, depuis maintenant 1 an, a défini une doctrine de sécurité économique qui vise notamment la Chine. Il y a eu l'enquête contre les véhicules électriques chinois. Il y a eu ces derniers jours des perquisitions menées par la Commission contre des groupes de sécurité chinois. Donc on n'est pas quand même dans quelque chose. Et il y a eu la loi, je pourrais ajouter aussi anti-Huawei en France, qui était quand même pas anodine. Alors on n'affichait pas clairement Huawei, mais de fait Huawei est exclu de notre réseau 5G. Donc on a quand même, je dirais, on est loin. On est loin de la naïveté d'il y a 15 ans ou 20 ans. Sur cette promenade dans les Pyrénées. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la promenade. Mais pourquoi, en fait Je pense que c'est un peu la façon peut-être d'Emmanuel Macron d'essayer de créer un climat beaucoup plus proche avec les dirigeants, mais il n'est pas le seul. Hein. Je dirais, il y en a d'autres. Il a fait ça avec Poutine, il a fait ça avec plein de dirigeants. Donc, je veux dire... Et ça peut marcher avec Xi Jinping? Ça changerait un peu la tonalité de la relation? Quand on est Xi Jinping, on est quand même quelque part, je dirais, entre guillemets, l'empereur de Chine, et je pense pas que ça l'impressionne plus que ça. Non, en tout cas, ça pourrait changer un petit peu, David Bavrez, la relation entre les deux. C'est marrant, je pense, de rentrer un peu plus dans l'intimité. C'est le séducteur séduit. Ouais. C'est-à-dire que le président Macron pense qu'il peut séduire les autocrates. Il nous l'a fait avec Vladimir Poutine il y a 2 ans. Et là, en fait, c'est le président Xi qui le séduit. C'est le président Xi qui fait croire qu'il y a une relation spéciale. La relation spéciale, naturellement, avec Vladimir Poutine, puisqu'ils se sont vus plus de 40 fois depuis que le président Xi est au pouvoir. Ils se voient tous les trimestres. Je vis à Hong Kong, il n'y a pas un Chinois qui m'a parlé de relations spéciales entre le président Xi et le président Macron. Ça me rappelle le couple franco-allemand. C'est le couple franco-allemand, tout le monde en parle à Paris, il n'y a pas une personne qui en parle à Berlin. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas un enjeu majeur dans cette visite demain. C'est la réciproque de la visite qu'il avait eue en Chine. Et c'est pas le cœur de la problématique. Quand il l'a emmené à Canton, c'était ça à l'époque Quand il l'a emmené sur le lieu où le père du président chinois était enterré. Voilà, c'est juste une réciproque. Je crois que c'est pas Enfin, moi, j'y vois pas une... voilà, ça Par pas contre, une charge. Il y a quand même eu le refus de la part de la France d'organiser un grand dîner de gala à Versailles.
ce qui, à mon avis, aurait été beaucoup plus marquant pour les Chinois et pour le président Xi dans son déplacement. La France a refusé le grand dîner de gala à Versailles. Et pourquoi? Parce que là, ça allait trop loin? Ça allait peut-être trop loin. Marseille était aussi évoqué, mais Marseille, avec les nouvelles routes de la soie, on peut comprendre que l'Élysée, voilà, il voyait peut-être un mauvais œil à afficher Marseille. Et ça a été volontairement formaté comme une réunion de travail. Mais il y a un dîner tout de même ce soir. Hein. Oui. Donc, mais qui n'est pas un dîner qui n'a pas lieu à Versailles. Ursula von der Leyen, en tout cas, on le disait, a été invitée à une discussion trilatérale. Donc Emmanuel Macron n'a pas oublié la présidente de la Commission, puisque l'Europe est bien sûr au cœur des sujets. Et on va l'écouter. Nous avons discuté de nos relations économiques et commerciales. C'est l'une des plus importantes au monde et je suis convaincue que si la concurrence est loyale, nous aurons en Europe des économies prospères et durables qui favoriseront la création d'un plus grand nombre d'emplois de qualité. Mais bien sûr, nous discutons aussi aujourd'hui des déséquilibres qui restent importants. Il s'agit là d'un sujet de grande préoccupation. Comme nous l'avons montré, nous défendrons nos entreprises et nos économies. Nous n'hésiterons jamais à le faire si cela s'avère nécessaire. Elvire Fabry, là, elle s'adresse vraiment au rival systémique. On peut dire c'est assez ferme. Oui, rival systémique ou même là le concurrent. C'est-à-dire que là, il s'agit vraiment de rentrer dans le dur des distorsions de concurrence que la Chine pratique par son modèle. Et ça confirme le fait que la Commission européenne soit déterminée à appliquer des droits de douane. On a déjà annoncé qu'elle le ferait avant l'échéance prévue de début juillet. Donc elle envoie des signaux et elle montre que l'Union européenne, comme ça a été dit tout à l'heure, est sortie de l'âge de la naïveté. Ça va être de combien ces droits de douane, pour être un peu plus précis? Parce qu'effectivement, aux États-Unis, on parle, par exemple, sur les véhicules électriques. Il est question peut-être justement d'augmenter les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Oui, ben alors on a déjà un différentiel important avec les États-Unis. On est à 10% dans l'Union européenne. On est de l'ordre de 27% côté américain. Là, pour l'Union européenne, on parle de passer entre 15 et 30%. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà? Et le problème, c'est que même si on montait à 50%, ce serait encore attractif pour les constructeurs chinois de venir exporter leurs véhicules ou même les produire, même dans l'Union européenne, sur le même marché. Même s'ils étaient taxés à 30%, ces véhicules électriques chinois. Oui, mais ça donnerait un temps de respiration, si je puis dire, aux constructeurs européens, déjà pour accélérer non seulement leur capacité de production, mais aussi d'innovation. Parce que là, il y a aussi, il faut reconnaître un leadership technologique important du côté chinois et qui avance même du côté du véhicule autonome. Il y a aussi un enjeu pour les Européens qui est d'investir dans l'innovation pour trouver des batteries alternatives, pour trouver des technologies dont ils dépendent moins de la Chine pour des composants stratégiques. Alors justement, David Verres, expliquez quand même aux téléspectateurs. Donc il y a cette menace de mettre en place des droits de douane européens sur justement ces véhicules électriques chinois qui sont très peu chers, comme font les Américains. Et puis en même temps, il y a un accueil d'investisseurs chinois, par exemple, dans les batteries électriques, dans les usines. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Non, ce n'est pas incompatible. Ce qui est important, c'est de connaître les principes qu'on a derrière. Et les principes, ils doivent être de deux ordres. Un, nous ne sommes pas des néo-lénino-marxistes. En Europe, on est des capitalistes. Donc, si vous venez avec un produit néo-lénino-marxiste, c'est-à-dire qui a bénéficié de subventions étatiques indues, nous allons vous taxer sur le montant de ces subventions. Deuxièmement, la décarbonisation, nous en faisons en Europe une priorité. Donc, si vous venez avec une voiture électrique chinoise qui a consommé 2 fois plus de CO2 pour être produite qu'une voiture européenne, nous allons vous taxer sur le carbone. On va commencer à $60 et on va monter dans le temps. Donc, il y a deux principes. Si vous venez en Europe avec une usine, que vous respectez nos normes CO2, que vous respectez les subventions qu'il y a derrière, on ne va pas vous taxer votre voiture. Donc, l'essentiel, que la voiture soit in fine fabriquée en Europe ou en Chine, il faut qu'elle respecte ces deux principes. Nous sommes capitalistes, nous ne sommes pas néo-lénino-marxistes et nous sommes pour la décarbonisation. Nous voulons que l'Europe en fasse un avantage compétitif. Et là, on n'est pas seulement dans le discours. Elle va le faire, l'Europe. Elle va effectivement augmenter ses taxes, augmenter ses droits de douane. Oui, mais on ne sait pas de combien. Donc c'est toute on ne sait pas de combien. Donc il y a toujours... C'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'ils n'avaient pas l'air très joyeux, les deux, durant la conférence de presse, et qu'ils ne sont pas d'accord sur le chiffre. Parce qu'il y a une grande échelle, entre 10% et 40%, c'est large. Ça va même au-delà de 40%. Donc On va écouter Emmanuel Macron sur ce sujet. Nous encourageons aussi les investissements conjoints en France dans les hautes technologies.
comme ceux d'Envision, de XTC, dans la vallée des batteries, près de Douai. J'étais présent moi-même à ces occasions. Nous soutenons ces partenariats équilibrés qui permettent plus d'investissements dans notre pays. Et nous souhaitons pouvoir avoir de nouveaux projets de développement, qu'il s'agisse de batteries, de véhicules électriques, de solutions technologiques ou de plateformes d'innovation. Emmanuel Macron disait qu'il était prêt effectivement à accueillir les investisseurs chinois. C'était ça la distinction donc entre les investisseurs chinois et puis la taxation des véhicules électriques chinois. Alain Wang, vous, comme pour rebondir sur ce que vient de dire David Bavrez, vous ne voyez pas de contradiction entre les deux? Non, de toute façon, accueillir les investisseurs chinois dans une certaine limite, puisque l'Europe maintenant a mis quand même des bornes dans certains secteurs, que ce soit les semi-conducteurs, etc. On ne veut pas voir les investisseurs chinois. Je crois qu'il est clair qu'aujourd'hui, l'Europe se protège d'une manière assez importante. Elle a peur des fuites technologiques, c'est-à-dire que la Chine vienne évidemment prendre en Europe ce qui est intéressant et ensuite le copie et le ramène chez elle. Aujourd'hui, elle est vraiment sortie de la naïveté, l'Europe. Oui, Est-ce qu'elle rejoint, je dirais, l'attitude américaine ? Alors, rejoindre l'attitude américaine, je dirais quelque part, oui, ça se ressemble pas mal. Vous allez jusqu'à dire qu'elle rejoint l'attitude américaine. Quand on regarde le Chips Act, etc., tout ce qui concerne tout ce qui est de l'ordre de l'informatique, de l'intelligence artificielle, du quantique, je pense qu'on suit complètement les Américains. On est dans la même problématique et on est en train de prendre à peu près les mêmes dispositions. Anthony Zambard, vous parliez justement de cette enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques. Vous qui vous êtes intéressé à toutes ces histoires d'espionnage, ce sont des enquêtes qui permettent en fait à l'Europe ensuite de dire stop, on va taxer ici parce que justement il y a atteinte finalement à un système, un fair trade en fait. Oui, c'est parce que c'est une concurrence déloyale avec des groupes chinois qui sont massivement financés par banques publiques d'État. Et ça crée une distorsion de concurrence, mais on l'avait déjà vu au début des années 2010 avec Huawei et ZTE. Il y avait eu à l'époque aussi la commission qui avait enquêté. Et en fait, à l'époque, on dirait qu'il y avait un degré de maturité qui était peut-être moins qu'aujourd'hui, puisque certains États, notamment du Nord, n'ont pas voulu jouer le jeu. Et l'enquête de la commission contre Huawei et ZTE a été torpillée au bout d'un an. Et là, on voit quand même que ce n'est pas le cas et que la commission va au bout de ce qu'elle veut faire. Donc on n'est plus du tout dans la même dynamique. Et juste sur les investissements et le contrôle des investissements chinois, c'est vrai que on a vu qu'ils ont beaucoup reflué depuis le Covid, mais aussi depuis que effectivement ils sont moins en odeur de sainteté. Il y a un contrôle des investissements étrangers en Europe. Et à peu près sur les 20 dernières années, le nombre d'investissements chinois en France, c'est 17 milliards. Ce qui n'est pas énorme. Au Royaume-Uni, c'est plus de 80 et en Allemagne, c'est plus de 30. Donc voilà, on n'est pas non plus un pays qui accueille massivement 17 milliards sur 20 ans. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Melville Fabry, mais la relation commerciale entre l'Europe, si on reprend l'Union européenne, et la Chine reste défavorable pour l'Europe. Dans le secteur des biens. Mais dans le domaine des services, il y aurait un gros potentiel si la Chine s'ouvrait davantage. Et là, on a entendu le président Xi, si je puis dire, sortir un peu ses plumes, annonçant qu'il y aurait plus, que la Chine serait davantage ouverte, notamment dans le domaine de la santé, mais on le sait aussi dans le domaine du tourisme. Ils sont en train de vouloir développer énormément toutes leurs activités touristiques. Et il y aurait des opportunités beaucoup plus spécifiques aussi dans le domaine des logiciels. Elle est restée fermée, la Chine, là-dessus. Il faut des joint ventures. Enfin, c'est très compliqué, finalement, de s'installer en Chine. Oui, mais il y a un problème structurel en Chine qui est un déficit de services de bonne qualité. Et c'est quelque chose qui pourrait justement permettre de relancer un peu la consommation, qui irait dans le sens, si je puis dire, des intérêts chinois. Maintenant, il va falloir qu'on ait des preuves tangibles. On a des discours, il nous faut des preuves tangibles. Il faut des preuves tangibles, David Bavrez, parce que pour l'instant, ça n'a pas été tout à fait le cas. Pas d'ouverture, finalement, de ce marché chinois. Et puis, il y a une enquête sur les eaux de vie et les cognacs. Et 96% de ces eaux de vie et de cognacs viennent de France. Donc, on n'a pas vraiment entendu où en était cette enquête, mais c'est le cas en Chine. C'est difficilement compréhensible. On ne connaît pas les marges brutes de nos producteurs de cognac parce qu'ils sont très discrets, mais on estime qu'elles sont de l'ordre de 70 à 80%. Et la Chine les accuse de dumping. Donc, en vendant une bouteille à 3 ou 4 000 euros, apparemment, on fait du dumping. À l'inverse, vous prenez les constructeurs Xpeng ou Li Auto, leur marge brute est de 7%. Donc, s'il faut faire un minimum de marge brute de 70 à 80% pour ne pas être accusé de dumping en Chine, on ne va pas avoir beaucoup de business.
Donc c'est, à mon avis, un sujet sur lequel, par exemple... Expliquez pour un néophyte en économie, en fait, ce que vous voulez dire. En fait, c'est que si vous avez une grosse marge, c'est que vous gagnez énormément d'argent. Donc on peut pas vous... Le dumping, c'est qu'on vous dit que vous vendez à perte. Donc une marge de 70 à 80%, c'est le rêve de n'importe quel entrepreneur. Donc, a priori, il n'y a pas de dumping sur le cognac. Et il ne risque pas. Au contraire, on pourrait être accusé de gagner beaucoup trop d'argent. Donc, c'est un exemple très concret où je pense que le président Emmanuel Macron, durant sa conférence de presse, aurait pu être beaucoup plus ferme. Et le problème que j'ai, moi, c'est d'essayer de réconcilier un discours de la Sorbonne, il y a 10 jours, d'1h50, qui dit que l'Europe est mortelle. Donc, je crois comprendre que si l'Europe est mortelle, nous sommes à un moment, comme je dis, un moment extrêmement dangereux. Et une conférence de presse qui a l'air de s'être passée comme si tout allait bien. Donc le problème, c'est toujours, avec le président de la République, de passer d'un discours aux actes. Donc le discours de la Sorbonne était brillantissime, mais les actes aujourd'hui, pour moi, sont décevants. On va écouter la réaction des Ouïghours. C'était hier à Paris. Nous sommes ici pour montrer notre mécontentement, notre colère notamment contre le fait que Emmanuel Macron accueille Xi Jinping, le bourreau du peuple ouïghour qui a commis et qui est toujours en train de commettre un génocide contre le peuple ouïghour. Il y a de nombreux membres de familles des Ouïghours vivant en France, dont une bonne partie sont des Français, et que les membres de familles qui sont toujours dans les camps de concentration et en prison, notre président n'a rien fait pour les sauver. Toutes les organisations de défense des droits humains, les petites comme les grandes, tous les citoyens font pression auprès du gouvernement et auprès d'Emmanuel Macron pour qu'il mette la situation des droits humains en Chine dans l'agenda politique de cette visite d'État. En disant, elle n'était pas dans l'agenda effectivement politique entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, cette question des droits humains. Non, ni celle des Ouïghours. C'est un casus belli quasiment pour Pékin d'évoquer ça. Donc, même dans les réunions, les briefings qu'il y a pu avoir au sein de la diplomatie française pour annoncer cette visite, on n'a pas vraiment communiqué là-dessus et on sait que c'est très compliqué. Alors, on laisse parfois entendre que voilà, Emmanuel Macron, en bilatéral à Xi Jinping, a pu lui formuler des griefs, mais honnêtement, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, il y avait tellement, enfin c'est pas le sujet, ça devrait l'être, mais il y a eu tellement de sujets entre l'Ukraine, entre la guérilla économique, que voilà, on voit qu'aujourd'hui, c'est malheureusement, et encore une fois, généralement, c'est tout le temps soit la géopolitique avec l'Ukraine, soit on a longtemps eu l'âge d'or des voyages chinois en France ou français en Chine sur les grands contrats, voilà, mais les droits humains, malheureusement, sont souvent le parent pauvre de ces visites-là, et on l'a encore vu. Et pourtant, c'est la France dont on parle. C'est de la France dont on parle, c'est nos valeurs qu'on essaie de défendre quand même. Mais je dirais, pour aller un peu plus loin que les Ouïghours, quand la Lituanie a créé un poste, enfin a créé une représentation à Taïwan, immédiatement la Chine a réagi en mettant une coercition contre la Lituanie sur le plan économique. Donc les Chinois n'ont pas peur. Je veux dire aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas abordé le problème. Je pense que les Chinois n'ont absolument pas peur aujourd'hui de sanctionner un pays qui pourrait soutenir peut-être un peu trop les Ouïghours. On l'avait avec le coton, par exemple, qui venait du Xinjiang. Beaucoup de marques avaient décidé de boycotter ce coton et immédiatement en Chine, ils ont été retirés des plateformes de vente, ils ont subi une rétorsion nationaliste, on va dire, sur le plan local, et la Chine est un marché aussi. Le Parlement qui a adopté d'ailleurs une résolution qui bannissait du marché commun les produits issus du travail forcé. Ça faisait partie de justement ce dont vient de parler Alain Wang. Du travail forcé, et puis il y a aussi la réglementation sur la due diligence des entreprises qui va leur imposer maintenant d'assurer une traçabilité pour qu'il n'y ait pas de travail forcé impliqué sur leur chaîne de valeur, pas elles-mêmes entreprises, mais tous leurs fournisseurs. Et ça va aller très loin. Ça cible justement cet enjeu des Ouïghours. Et donc là, on peut s'attendre à des représailles, comme vient de le dire Alain Wang, après justement l'application de ce type de mesures? Là, ça ne cible pas directement la Chine, mais c'est une politique qui déplaît à pas mal, pas simplement la Chine, à pas mal de pays à travers le monde. C'est comme la règle sur les réglementations sur l'antidéforestation, pour éviter que l'on importe dans l'Union européenne des produits issus de la nouvelle déforestation. Je pense que là, ce qu'il faut garder en tête, c'est surtout que la priorité d'Emmanuel Macron, il y a tout ce dossier commercial, mais c'est d'abord l'Ukraine. C'est l'Ukraine. En sachant qu'on a évidemment peu de marge et peu de
peu d'engagement à obtenir de la part de Xi. Mais c'est quand même là l'enjeu sécuritaire pour l'Union européenne que constitue le soutien de la Chine à la Russie. Alors l'Ukraine, on l'a entendu au tout début de cette émission, il souhaiterait, le président Emmanuel Macron, que la Chine intervienne pour justement faire en sorte que la Russie peut-être négocie ou pas. Ça serait quoi effectivement le deal, David Bavrez, que souhaiterait la France ? Que souhaiterait la France? De la Chine sur justement pour l'Ukraine. Eh bien, je crois qu'on est sans doute, c'est même plus de la naïveté, c'est sans doute de l'inconscience. On voudrait que le président Xi mette une pression sur le président Poutine pour, par exemple, arriver à potentiellement une partition de l'Ukraine. Mais encore une fois, la Chine est la première bénéficiaire de cette guerre. Elle en tire un intérêt économique. Elle achète son pétrole à vil prix. Elle gagne en compétitivité sur le plan international. Donc, le président Xi ne va jamais avoir intérêt à mettre la moindre pression sur son ami Vladimir Poutine, en dehors même de leur amitié sans limite. Si vous voulez cesser une guerre, vous ne demandez pas à ceux qui en profitent le plus de vous aider à l'arrêter. Et en même temps, il a affirmé que la Chine s'abstenait justement de vendre toute arme à Moscou. Ça fait partie. Bien sûr, ils ne vendent pas des armes, ils vendent des pièces détachées. Donc, il y a une grande différence. Oui, si vous êtes bon en Lego, le problème est résolu. Ce qu'il faut aussi voir derrière, c'est qu'on est face à certains pays qui aujourd'hui se sont coalisés, je dirais, en essayant d'être en opposition aux valeurs occidentales et aux démocraties. Et on peut dire que dans le rang, on a évidemment l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, qui sont des pays qui se soutiennent quand même largement aujourd'hui en arrière-fond. Donc la question, c'est d'où le voyage en Serbie. Et d'où le voyage en Serbie. Et donc on a vraiment aujourd'hui une confrontation qui est en train de monter entre l'Occident et ses valeurs, et puis je dirais les autocrates et les pays illibéraux. Il est beaucoup plus anti-occidental, finalement, Xi Jinping, que les présidents chinois qui l'ont précédé. Clairement, on a montré que depuis qu'il est au pouvoir en 2013, il y a eu un durcissement du régime, mais qu'il y a eu aussi un éloignement par rapport au camp occidental. Par rapport à Vladimir Poutine, on voit aussi que ce qui est plus important pour le président Xi, c'est les 75 ans de la relation Chine-Russie aujourd'hui. Poutine va aller en Chine en mai, et que voilà, c'est ça qui va se jouer. C'est plus important que les 60 ans d'anniversaire de coopération entre la France et la Chine. Et rappelons que le président Xi a appelé une seule fois Zelensky, alors qu'il a rencontré quand même à de très nombreuses reprises Poutine. Donc il y a quand même un décalage flagrant. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de la Chine là-dessus, et que d'ailleurs Emmanuel Macron aurait probablement aimé que le président Xi s'engage. Il y aura une conférence en Suisse mi-juin où le président Biden est annoncé notamment, et Zelensky aussi, et la Russie n'y participera pas. Il est impensable que la Chine y aille, et le président Xi l'a laissé entendre aujourd'hui. Il a laissé entendre aujourd'hui qu'il ne dirait pas. Est-ce que c'était si clair? Parce qu'en fait, il dit en tout cas clairement qu'il n'est pas à l'origine de cette crise et que la Chine n'est pas non plus partie ou participante. Voilà ce qu'il dit sur l'Ukraine. Nous espérons que la paix et la stabilité reviendront rapidement en Europe et entendront œuvrer avec la France et toute la communauté internationale à trouver de bonnes pistes pour résoudre la crise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il l'a dit dans une tribune au Figaro ce matin. Mais il va y avoir quand même, dans les jours qui viennent, des gestes très importants. Le président Xi va en Serbie inaugurait un centre culturel chinois qui était sur l'emplacement où il y avait l'ambassade de Chine pendant la guerre yougoslave, au moment où il y a le nettoyage ethnique du Kosovo. Et donc, évidemment, là, on sent très très bien que les deux bords se rejoignent, c'est-à-dire que la Chine n'y va pas par hasard. En Serbie. Et il faut se souvenir aussi que ça a été un des points en 2014 qu'avait retenu Vladimir Poutine pour justifier son avancée vers la Crimée, en disant, vous comprenez, l'OTAN essaie de déstabiliser et rentre dans des sphères qui sont considérées comme russes. Et donc la Chine appuie forcément ce discours et cette pensée. Donc elle devient un allié indéfectible de la Russie. La Chine, on peut dire ça? Dans le sud-ouest, on dirait tu as le cassou de grand-mère et l'argent du cassou de grand-mère. Puisqu'il y a tout l'intérêt économique et en même temps, la Chine a cette stature de dire je suis pour la paix partout dans le monde, aussi bien sur Gaza que sur l'Ukraine. Vous voyez que c'était toujours la même position. Je me tiens à l'écart, je suis pour la paix dans le monde et en même temps, j'en retire tous les intérêts économiques. Donc, il ne faut pas oublier que le président Xi est un très très fin négociateur. On va l'écouter, justement. Le monde d'aujourd'hui est loin d'être tranquille. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et grand pays responsable, la Chine appelle avec la France
à une trêve dans le monde entier à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Elvire Fabry, une trêve à l'occasion des JO. C'est bien, c'est très bien. On verra déjà ce qui se passe. Mais je dirais que là, Xi est en train de prendre une posture à l'échelle internationale de grand acteur de la paix, comme il le fait d'ailleurs dans le domaine commercial en disant il faut préserver l'ouverture des marchés, préserver la mondialisation. Et on sait très bien qu'il y a le discours de façade et que derrière, il y a les actes. Et il ne faut pas oublier qu'on est aussi à quelques semaines d'une nouvelle réunion du G7 en Italie. Et qu'après les sanctions appliquées par les États-Unis contre certaines entreprises chinoises, l'Union européenne qui s'est mise à le faire, il y a une coordination aussi des membres du G7 qui est en train de se resserrer pour cibler davantage les entreprises chinoises. Et c'est là où Xi essaye de créer un petit peu des divisions ou de maintenir une certaine distance entre l'Union européenne déjà et puis entre la France en particulier et les autres membres du G7. Voilà, et au sein de l'Union européenne aussi, est-ce qu'ils profitent des divisions? Est-ce que finalement Olaf Scholz et Emmanuel Macron sont sur la même longueur d'onde quand on parle de l'automobile, par exemple? Monsieur Scholz était à Pékin il y a 10 jours avec les 10 seuls grands patrons allemands qui continuent à gagner beaucoup d'argent en Chine. Et il va de soi qu'il a fait un voyage à la Merkel, comme on dit, là encore, comme si rien n'avait changé, en disant nous continuons la politique commerciale comme... Donc les Allemands pourraient justement ne pas être favorables à une augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques. Naturellement, ils sont opposés. Le président de Mercedes a déjà dit publiquement qu'il s'y opposait, puisque lui, il a son deal spécial avec les Chinois, où il abandonne tous ses fournisseurs allemands pour les fournisseurs chinois. Donc chacun la joue perso. C'est ça le problème de l'Europe, c'est que chacun la joue perso. Sauf que le plus perturbateur, quand même, c'est Olaf Scholz. Non, c'est pas Olaf Scholz, excusez-moi, Orban. Je me suis trompé en Hongrie. Viktor Orban. Alors, Viktor Orban, donc, parce que Viktor Orban, apparemment, il attire pas mal d'investissements. Il a BYD déjà. Il va avoir une autre marque chinoise qui va s'installer sur son territoire. Je crois qu'il a CATL pour les batteries. Et Xi Jinping va le voir justement jeudi. Xi Jinping va le voir jeudi. Il va rester 3 jours avec lui. Donc déjà, c'est un grand geste. Donc, il faut faire aussi attention. Je pense qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'Europe qui sait à chaque fois, justement, de casser des décisions fondamentales qui sont prises contre la Chine. Après, ça va être aussi intéressant de voir comment les opinions publiques européennes vont évoluer. On a vu qu'il y a eu des grosses affaires d'espionnage au Royaume-Uni et en Allemagne, notamment en Allemagne, une double affaire avec l'assistant parlementaire de la tête de liste du parti d'extrême droite aux européennes qui avait été inculpé pour une affaire d'espionnage. Les opinions publiques commencent à être choquées. On a vu aussi qu'en France, il y avait 7 parlementaires qui ont révélé ces derniers jours qu'ils avaient été alertés par le FBI, qu'ils avaient été ciblés par des cyberattaques chinoises. Donc voilà, il y a aussi quand même une petite musique qui monte. Et est-ce que le politique peut être aussi contraint de durcir un petit peu sa position vis-à-vis de la Chine? Et ça peut être notamment le cas en Allemagne. François-Xavier Bellamy, qui va donc déposer plainte après une tentative de cyberattaque chinoise. Mais finalement, est-ce que la Chine a un potentiel de diplomatie dans cette guerre en Ukraine, Elvire Fabry, ou est-ce que finalement il refuserait cette posture, Xi Jinping, parce que trop proche, parce qu'il veut garder justement ce lien indéfectible avec Moscou? Il a évoqué la conférence de la paix. L'objectif de Xi Jinping, c'est que la Russie soit à la table des négociations. Donc d'une certaine façon, il se fait un petit peu l'avocat de Poutine, mais en appelant à trouver une solution à cette guerre. Enfin, on a quand même en mémoire la stratégie pour la paix qu'il avait défendue il y a déjà plus d'1 an, qui n'avait pas vraiment de plan de paix. En fait, c'était juste une réaffirmation des principes du gouvernement chinois, de non-ingérence, de respect des frontières. Et la Chine n'avait pas reconnu l'invasion de la Crimée, mais il n'y a pas de stratégie à proprement parler. Et là, on ne s'attend pas à ce que Xi Jinping, d'une certaine façon, justement, aille jusqu'à suggérer et jusqu'à pousser Poutine. Il veut davantage créer les conditions, et encore une fois, en affichant qu'il est quand même du côté de Poutine. Il n'y a aucun doute sur l'amitié indéfectible. Donc ce plan de paix, en fait, n'était pas un vrai plan de paix, David Bavrez. Je me rappelle cette idée chinoise d'un plan de paix. La diplomatie chinoise, l'ambassadeur de Chine en France a eu l'amabilité durant le Covid de nous expliquer la mesure de son succès. Et il nous a dit à l'époque, le succès de la diplomatie chinoise ne se mesure pas à la réaction des autres peuples, mais à la réaction du peuple chinois. Donc ça vous dit que c'est une approche un peu différente de la nôtre. Donc ne regardons pas la diplomatie chinoise avec notre propre regard, parce que ça n'est pas le leur.
Ils n'auraient pas intérêt à justement être... De toute façon, ils ont dit tout de suite qu'ils n'étaient pas partie prenante, qu'ils n'étaient pas responsables de ce qui se passait. Et donc, grosso modo, ils renvoyaient le clan occidental face à Poutine, et en se mettant un peu sur le côté, tout en appuyant discrètement quand même Poutine. Puisque de toute façon, ils ont quand même la même idée tous les deux. On raconte cette entrevue qu'ils ont eue où ils disaient que ce qui était en train de se passer, c'était la remise en cause de l'ordre international. Et donc, Xi Jinping est dans cette lignée, comme Poutine. Donc, de toute façon, ils s'entendent sur cette question-là. Non, mais la Chine a des velléités, je dirais aussi, de faire des coups d'éclat diplomatiques. On l'avait vu l'an dernier avec l'accord iranien et saoudien que la Chine avait, on va dire, parrainé. Après, c'est un peu la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent. On avait vu que les Chinois avaient communiqué au début, après le 7 octobre, sur le fait qu'ils avaient envoyé un émissaire dans la zone pour éventuellement faciliter un plan de paix, mais que ça a débouché sur rien. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quelques manœuvres en Afrique. Ça a été le cas aussi, notamment au Sahel ou dans la Corne de l'Afrique. Mais que derrière, il y a une difficulté à enrôler quand même et à créer vraiment un effet collectif autour d'un plan initié par la Chine. Merci Antoine Isambard, Elvire Fabry. Merci beaucoup David Bavrez d'avoir été avec nous. Alain Wang, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux et également en podcast. À demain.